Aujourd'hui, on va parler diagnostic et stratégie data. Et c'est un sujet qu'on va partager avec nos invités du jour, qui sont Véronique Vallot, qui représente la société EBP, qui est un éditeur logiciel, mais elle se présentera un peu plus juste après, et Jean-Sébastien Weiss, ainsi que Florent Tessier, qui représente la société et le groupe Sofilec, qui ont notamment des agences de location de matériel de chantier qui s'appellent LocPlus, et que l'on accompagne tous les deux sur leur sujet de data et comment ils peuvent mettre la donnée au service de leur activité. Donc aujourd'hui, on aura deux parties, hein, ça dure 1 heure. Une première partie qui va plutôt être sur le partage des enjeux de l'entreprise, qui peuvent nécessiter justement la mise en pratique de la donnée, la mise à profit de la donnée dans les métiers. Et une deuxième partie qui va présenter une méthode que l'on a proposée sur laquelle Sophie Lec a pu démarrer avec nous, qui est un diagnostic qui permet d'évaluer son potentiel data et de structurer sa démarche qu'on va appeler data-driven. Donc là, je vais commencer par me présenter, puis ensuite j'inviterai Véronique, Jean-Sébastien et Florent à se présenter. Donc moi, je suis donc le président de Datasulting, Gaël Philippe, et je vous présenterai la société un petit peu après, mais nous, on est vraiment spécialisé dans la mise à profit des données au service de la performance des entreprises, et on fait à la fois du conseil et de la réalisation, mais ça, je vous le présenterai un petit peu plus largement par la suite. Véronique, c'est à toi. Alors, bonjour, moi je suis Véronique Vallot, donc je suis Chief Data Officer et responsable du Data Marketing chez EBP, qui est un éditeur de logiciels de gestion. C'est pareil, je vous présenterai un petit peu plus par la suite. Donc Jean-Sébastien Weiss, pour reprendre la terminologie Elon Muskienne, je suis Master of Coin. Donc, je m'occupe des finances à l'origine du groupe Sofilec et puis mes missions sont étendues un petit peu. On vous parlera du groupe tout à l'heure, notamment à travers le Plus et son autre filiale qui est Apex. Merci Laurent. Jean-Sébastien. Florent. Laurent Tessier, donc DSI du groupe Sofilec. Donc, je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, système d'information et je prends à cœur aussi toute la partie métier pour analyser les résultats et faire avancer le groupe et sa croissance. Merci Florent. Il y a des travaux à Lille. Oui, il y a des travaux un petit peu autour. Donc simplement pour revenir sur Datasulting, je vous l'ai dit, donc nous on est un cabinet de conseil. Alors à la particularité près qu'on ne fait pas que vendre des PowerPoint, on réalise aussi des choses. Donc on accompagne les entreprises sur leur stratégie data et on les aide également à mettre en place des solutions. Et typiquement, Jean-Sébastien et Véronique pourront en parler, des solutions qui permettent à la fois de piloter l'entreprise, éventuellement de prédire l'activité, par exemple les appels téléphoniques chez EBP. Et donc, on accompagne réellement l'entreprise sur l'ensemble de ces thématiques en passant par différents piliers qui nous tiennent à cœur. Donc, la partie conseil, bien sûr, la réalisation, la formation de nos clients et l'exploitation des solutions qu'on met en œuvre pour les maintenir la performance qu'on peut apporter. Et le positionnement qu'on a adopté, c'est vraiment d'accompagner la maturité data de l'entreprise, c'est-à-dire que chaque entreprise a une maturité différente sur ces sujets-là. Et nous, on intervient en fonction de cette maturité avec les actions qui peuvent leur permettre de grandir et de faire évoluer leur maîtrise. Jean-Sébastien, à toi l'honneur. Merci Gaël. Donc, le groupe Sofilec, créé en 1997 à Perpignan, on était à l'origine distributeur de matériel de TP et agricole. On a une longue histoire en la matière. On a fait un beau changement de modèle en 2007 en se lançant dans la location de matériel. Tout petit, avec 2 agences, mais en particulier à Limoux. On a été très fortement impacté par la crise de 2009 pour la distribution. Ça nous a poussé très fort vers l'activité de location en particulier, une forte implication dans les métiers de service. Et derrière, on a cédé toutes nos activités de distribution pour se concentrer seulement sur la location. Et depuis 2015, on est accompagné par des fonds d'investissement avec pour objectif d'être avec un réseau assez dense sur tout ce qui est pourtour méditerranéen, on va dire.
C'est un actionnariat familial avec des investisseurs, avec des banques régionales, Crédit Agricole, Banque Populaire et Soridec. Donc, on a 25 agences qui vont de Toulon à Toulouse. Et on tangente les 180 collaborateurs aujourd'hui. Il y a une forte croissance organique et externe. Ce qu'on a mis en bas, vous voyez 6000 clients actifs, 4500 matériels qui vont d'un truc qui pèse 5 kilos à un truc qui fait 15 tonnes. Et c'est 50 000 contrats avec nos clients par an au comptoir ou à distance. Voilà, et bon, on parlera après de nos objectifs data, mais voilà pour le groupe Sofilec. Donc, deux marques en particulier, Log Plus, que vous voyez peut-être si vous êtes dans le coin, et Apex pour les véhicules utilitaires pour l'essentiel. Voilà, Merci. pour nous. Véronique, EBP. Alors, EBP, donc nous, on est éditeur de logiciels de gestion. On est un peu plus vieux. On a été créé en 1984. Aujourd'hui, on a 560 000 clients. Donc, nous, on va du créateur d'entreprise jusqu'à la PME de 250 salariés. Donc, c'est assez large, en passant par les artisans, les commerçants, toute typologie de profession. On travaille de 3 manières avec nos clients. À la fois, on travaille en direct avec des commerciaux propres à EBP. On a un réseau de 5000 revendeurs. On travaille avec les experts comptables puisque nous, on vend un logiciel de gestion et en fait, c'est ce qu'on appelle de la prescription, c'est-à-dire qu'un expert comptable va prescrire un logiciel de comptabilité à son client comme votre médecin vous prescrit un médicament, vous allez acheter celui-là. Donc pour nous, c'est un réseau très important à travailler. Aujourd'hui, on est 600 collaborateurs. En 2020, on a fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a une présence en France et à l'international. Et on commence, on était plutôt sur l'Europe et on commence à s'attaquer à l'Afrique. Voilà. Super. Pour EBP. Merci beaucoup. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, j'ai une première question qui est, au final, aujourd'hui, la PME, elle est confrontée à une chose, elle voit des gens comme les GAFA qui, eux, maîtrisent parfaitement l'IA, le big data, et on entend parler tous les jours. Ils développent une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'aide de cette connaissance des données et de leur maîtrise des sujets data. Et bien souvent, et en tout cas, moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont un petit peu démunis face à la manière de mettre à profit ces données et qui pensent même souvent qu'eux-mêmes n'ont pas des données exploitables ou que c'est compliqué, que leurs outils ne sont pas bien organisés ou alors que, voilà, il y a plein de sujets qui font que les PME, ils vont avec le frein à main et aimeraient débloquer ce frein à main. Et l'année dernière, on a même fait une enquête en Occitanie auprès de 170 entreprises qui nous ont répondu à 92%, donc c'est un petit peu la même question qu'on vous a posée, alors de manière un peu différente, qu'ils étaient convaincus que les données qu'ils avaient ou l'exploitation de ces données pourrait permettre de générer de la performance. Et nous, on en est convaincus également, et c'est un petit peu l'objet de ce DataPéro, c'est de répondre aux questions et aux enjeux auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise pour mettre à profit ces fameuses données. Alors moi, la première question que je voulais poser à Véronique et à Jean-Sébastien, et je l'illustrerai par un premier exemple, c'est avant même de se préoccuper de ces sujets data, il y a forcément des sujets d'entreprise parce qu'on a des enjeux auxquels on souhaite répondre. Et là, typiquement, dans l'enquête qu'on avait poussée l'année dernière, on avait demandé aux répondants de nous dire voilà, quels étaient les enjeux majeurs sur lesquels ils pensaient que la donnée pourrait avoir un impact. Les premiers enjeux, c'est business, donc c'est acquisition de clients, c'est satisfaction, expérience client, fidélisation des clients. Ensuite arrive le pilotage, donc comment mieux piloter mon entreprise, être plus réactif, etc. Et puis arrivent d'autres sujets derrière, comme l'innovation produit, lancer de nouveaux services, améliorer la performance opérationnelle quand on parle de l'industrie. Moi, je vous retourne la question à tous les deux. Vous, c'est quoi vos enjeux ou c'était quoi vos enjeux? Enfin voilà. Véronique, je te donne la main là-dessus. Alors, nous, je vais répondre à la question en deux temps, puisque moi, j'ai commencé à travailler avec Datasulting fin 2018. Donc, j'avais des objectifs à l'époque et j'en ai des nouveaux aujourd'hui. À l'époque, notre besoin, c'était vraiment du pilotage d'entreprise et effectivement de l'acquisition, plus un côté marketing et commercial, acquisition de nouveaux clients, de prospects, fidélisation.
Voilà. Mais surtout permettre au comité de direction d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait avec des chiffres indiscutables et pas chacun fait ses chiffres dans son coin et pourquoi on ne retrouve pas la même chose. Et si tu me reposes la question en 2021, je te dirais que là, mes objectifs, c'est de la prédiction, voire de la valorisation de la donnée. Donc, ce sont des choses qui évoluent comme la maturité data, en fait. C'est ça. Donc, toi, tu as bien vu le côté, il faut d'abord maîtriser le côté, entre guillemets, décisionnel, c'est-à-dire déjà un premier niveau qui est les données qu'on a, comment pouvoir les exploiter dans le pilotage des métiers, de la boîte, etc. Et après, le deuxième niveau, c'est maintenant, on maîtrise les bases, on peut se projeter, on a suffisamment de volume, suffisamment structuré pour pouvoir passer à la suite. Exactement. Faut pas se jeter tout de suite dans la prédiction, l'intelligence artificielle, les choses comme ça. Il faut d'abord faire le socle, en fait, et ça apporte déjà tellement de choses. Il faut vraiment passer par cette étape. Ok, super. Jean-Sébastien? Nous, la rencontre avec la data, c'est passé avec un confrère qui faisait du yielding, donc c'est-à-dire de la prévision de prix rapportée à une période qui va bien, grosso modo l'offre booking, quoi. Il y a peu de monde, les prix sont bas, il y a beaucoup de monde, les prix sont hauts. Donc ça nous a heurté parce qu'on s'est dit, on a beaucoup de données chez nous et finalement, on analyse assez peu de choses, notamment sur la connaissance de nos clients. Clients, hein, je ne parle même pas de prospects de notre propre parc. Il y a beaucoup de statistiques, il y a énormément de données. Et donc, nous, à notre niveau, ça a plutôt été un enjeu de pilotage, de connaissance et de pilotage. Ça a été ça le départ. Et avec cette espèce de driver en se disant, mais quand on sera grand, on pourra aller faire de l'optimisation de prix au comptoir en disant, voilà, on a des éléments pour filer un coup de main pricing à nos équipes. Et bon, le chemin est long. Le chemin est long, en sachant qu'il y a énormément de données et qu'à notre niveau, on s'est dit le pilotage doit être là parce que c'est extrêmement chronophage de tout monter, de tout croiser, etc. Donc, c'est notre rencontre avec la data. On a été un peu écrasé par le volume de nos données et on s'est dit on va prendre ça avec méthode. On va prendre ça avec méthode. Donc, ce qui nous a amené à rencontrer Data Fuel Team. Yes, et ça, on en parlera un petit peu après. Super, Voilà. merci à tous les deux. Donc, du coup, je passe à la deuxième question. C'est, bon, ok, là, on parle du côté sympa, il y a des enjeux, on a envie d'y répondre. Après, il y a aussi des freins, un certain nombre de freins d'ailleurs qui fait qu'un certain nombre d'entreprises n'y vont pas ou y vont difficilement. Là, on en a eu encore une fois là, au travers de la dernière enquête qu'on a faite sur des notions assez classiques sur le changement. C'est j'ai pas le temps, c'est pas prioritaire, j'ai pas le budget, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances. Tous ces sujets font que ça freine au final ce type de projet. Chez vous, c'est quoi les freins ou quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, Véronique? Alors, nous, les difficultés, elles étaient de deux ordres. Il y avait des difficultés liées à la méconnaissance. On pensait que nos données n'étaient pas forcément exploitables et qu'effectivement, on avait beaucoup de données, mais comme c'était complètement siloté, on se disait que les choses n'allaient pas s'agréger correctement et donner quelque chose de cohérent. Et le deuxième problème, c'est qu'en tant qu'éditeur de logiciels de gestion, mais c'est aussi le cas dès qu'on a un dev SI un peu important, on pensait qu'on pourrait faire nous-mêmes, qu'on n'avait pas besoin. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Parce qu'en fait, c'est un vrai métier, ce sont des vraies compétences complètement décorrélées du dev SI habituel, même pour un éditeur de logiciels de gestion. En fait. Donc, c'était ça nos deux gros freins. C'est peut-être des choses par rapport à cette histoire de SI, parce que moi je connais un peu l'envers du décor. C'était quoi le sujet? Enfin, qu'est-ce que ça a généré chez vous, le fait que ça soit pris par la SI au départ? Alors, en fait, le fait que l'IT ait pris les choses au départ, ça a généré en fait une approche uniquement technique et absolument pas métier. Ce qui fait qu'en fait, ce qui était remonté, ce n'était pas du tout des données pertinentes pour l'entreprise, en fait. C'était une analyse, j'ai envie de dire, un peu froide et sans perspective, en fait, de la data. Sans connaissance métier. Et puis, ça a été aussi une anomalie dans la construction de l'infocentre
puisque c'est un vrai métier de construire un infocentre et qu'on a dû faire appel à DataSul Team ensuite pour remettre les briques dans le bon ordre, puisque nous, on avait fait des choses avec une approche qui n'était pas cohérente avec les approches nécessaires quand on veut monter un infocentre ou un pôle décisionnel. D'accord, très bien. Et toi, Jean-Sébastien? Nous, je dirais, alors, on n'avait pas de doute sur nos données. On savait à peu près comment elles étaient, enfin, où elles étaient, comment elles étaient, quelle était leur qualité. Donc, on n'était pas inquiet là-dessus. Nous, clairement, c'est le manque de compétences, hein. L'infocentre, c'est un métier qui n'est pas le nôtre. Dieu sait qu'on a galéré à aller les requêter avec enfin, tout ce qu'on peut imaginer, du BO, des trucs dans le style. Euh, et manque de temps, on a un développement qui est assez soutenu. On doit prendre des options financières, informatiques, de formation des équipes. Et j'ai un Florent, j'en ai pas cinq. Donc, et puis bon, c'est un métier spécifique. C'est un métier spécifique. On en reviendra tout à l'heure sur le diagnostic. On s'est aperçu très vite que si on s'en occupait par nous-mêmes, on allait mettre beaucoup de temps et qu'on allait peut-être prendre les mauvaises directions. Et on n'avait pas le temps de prendre la mauvaise direction, donc on a choisi tout de suite de pas s'en occuper nous-mêmes. Ok, très clair. Super. Bah, écoutez, je passe à la suite. Je pense qu'on a déjà un beau florilège de retours d'expérience. Alors, en dehors de ces éléments-là, nous, on entend d'autres clients, hein, et il y a plein de choses qui reviennent sur le tapis. Et avant de se lancer, c'est aussi souvent, on veut connaître le retour sur investissement de ces projets-là et ce n'est pas toujours anticipable. On ne peut pas tout évaluer. Après, alors la méthode qu'on va partager tout à l'heure permet de se projeter, d'avoir quand même une certaine vision. Mais c'est surtout une posture et une démarche qu'il faut entreprendre. Donc, le côté retour sur investissement, oui, ça va être un sujet, et surtout pour les comités de direction, quand on doit convaincre, voilà, je mets ce temps, combien ça va me rapporter demain. Cette question-là n'est pas toujours évidente. Donc, c'est là où une démarche, une vision experte est intéressante pour arriver à répondre un peu mieux à ces questions-là. Les sujets de gouvernance, c'est à dire, c'est bien, on parle de data, la data, il y en a de partout, mais après, comment je vais organiser tout ça en interne pour que cette donnée elle soit mise à profit, qu'elle soit de qualité, qu'elle soit sécurisée, etc. Enfin, donc, tous les items qui touchent à la gouvernance de la donnée. On va parler bien entendu du financement. Il y a des étapes, des jalons. Il y a des choses qui sont également finançables avec des aides extérieures comme la BPI, comme la région, si on parle d'Occitanie. Donc ça, on en parlera également. On parle bien entendu des ressources, des compétences, parce que ce n'est pas parce que j'embauche un data scientist que je vais être le meilleur du monde en prédiction. La gouvernance va avoir un impact, les cas d'usage, enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont impacter les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Et bien entendu, donc on y revient, cette notion de méthode qui est un élément clé. Et au final, c'est de dire par où je commence pour prendre la bonne direction et prendre la bonne voie. Donc aujourd'hui, si vous vous posiez encore la question de pourquoi y aller aujourd'hui et pourquoi y aller maintenant, moi je le résumerai en 3 opportunités. La première, et vous l'avez entendu au travers des témoignages de Véronique et Jean-Sébastien, c'est que la donnée est de plus en plus abondante du fait de notre digitalisation. Donc déjà, l'entreprise se digitalise de plus en plus. Et aujourd'hui, on n'en est plus à parler de la transformation digitale, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé leur vie avec le digital comme étant un prérequis. Donc, il y en a encore, bien entendu, qui se transforment. Mais de fait, on a digitalisé un grand nombre de choses, de processus, ce qui fait que tout ça, ça génère de la donnée. Et on a des écritures comptables, on a des devis, on a des capteurs qui nous permettent de collecter de l'information comptée dans l'industrie. La logistique permet de faire du tracking d'un certain nombre d'informations redatées. Donc, de la donnée, on en a de plus en plus. On en a dans l'entreprise, mais on en a aussi à l'extérieur de l'entreprise. Typiquement, on a des sujets, on parle de plus en plus de l'open data, et on voit qu'en croisant ces données d'entreprise avec de la donnée qui peut être disponible sur la toile, on peut enrichir la valeur de nos propres données. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ça, il y a une grosse quantité de données à exploiter. Deuxième sujet, c'est que la techno n'est plus un sujet, ou n'est pas un sujet quand on veut se lancer, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de solutions sont de plus en plus faciles d'accès. Typiquement, quand on parle d'infrastructures as a service, donc le cloud, etc., ça nous permet d'accéder plus facilement à des choses qui, avant, il fallait avoir 3 ordi, ça coûtait extrêmement cher de mettre en place une infrastructure pour gérer du big data. Aujourd'hui, en fonction de ces usages, on peut aller vers des choses très optimales en termes de tarifs.
Deuxième sujet, tout ce qui est business intelligence. Aujourd'hui, des grands acteurs, alors on parlera de Power BI, de Tableau, etc., qui sont Microsoft, enfin voilà, les différentes entités qui proposent des solutions, sont de plus en plus accessibles de tous. Donc Power BI, ça revient très souvent en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est Microsoft qui pousse. Si vous avez Office 365, Microsoft met une licence Power BI par défaut en accès libre. Et ensuite, ça vous permet de commencer à mettre le pied à l'étrier. Derrière, ce qui est le plus compliqué au final, c'est développer les usages autour de ces outils. Autre élément dans la business intelligence, la plupart des infrastructures qu'on met en œuvre aujourd'hui s'appuient sur de l'open source. Donc, autant dire qu'en termes de coût d'accès à la technologie, c'est assez faible. Après, encore une fois, c'est la manière dont on va organiser les choses qui va avoir un impact. Et le dernier sujet, c'est la data science. Si on arrive sur ces sujets d'algorithmie, de prédiction, etc., le meilleur de la technologie est gratuit, offert par nos chers amis de Google, etc. et consorts. Donc, encore une fois, la technologie ne doit plus être un sujet, il doit être au service de la cause et on peut arriver à répondre à 99% des cas d'usage qu'on a dans nos entreprises. Et ensuite, des opportunités, elles sont de plus en plus nombreuses parce qu'on voit que ces fameux cas d'usage dont je vous parle et que je développerai un petit peu plus après sont de plus en plus nombreux dans l'entreprise parce que les fameux enjeux, on parle de pilotage d'entreprise, on voit que si on met des outils en place et des usages qui permettent de répondre aux questions du dirigeant, du marketing, du DAF, et qui permettent d'écourter les temps de réponse, qui permettent de mieux anticiper l'avenir, on va être de plus en plus agile et on va être de plus en plus performant dans son propre métier. Donc, on parle de pilotage, on parle de prédiction d'activité, on parle de nouveaux services qui peuvent être data-centric ou customer-centric avec de la data, mais dans tous les cas, qui vont nécessiter l'usage des données. Donc, des opportunités s'offrent à nous également au travers de l'usage de ces données. Alors, avant de rentrer dans le détail du quoi, ce que je voulais aborder avec vous, c'est on vous parle de cette fameuse stratégie data et qui peut être encore abstraite. Je vais essayer de le synthétiser de manière assez simple, sous forme d'une pyramide avec les différentes étapes qui nous intéressent pour aller quelque part construire cette stratégie data. La première chose qui nous intéresse, c'est, tout comme quand on fait un business plan, c'est quoi la stratégie de l'entreprise et en quoi la donnée est importante dans cette stratégie d'entreprise. Quelle est ma vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans éventuellement, et en quoi la donnée va pouvoir servir de la cause. Ça, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. J'ai tellement entendu de clients qui arrivaient en disant « mais moi, il faut mettre de l'IA dans mon processus parce que je suis convaincu qu'on a tous des convictions en tant que chef d'entreprise, j'en suis un aussi. Pour autant, on sait que c'est la vision qui va nous permettre d'organiser les différentes étapes. Et il n'y a pas de raison que la data sorte de ce cas de figure. Donc ça, la première étape de l'étage. Ensuite, une fois qu'on a cette fameuse vision, c'est quoi les cas d'usage? Dans mon entreprise, quels sont les sujets, département par département, thématique par thématique, que je souhaite adresser? Où est-ce que la data va pouvoir générer de la valeur réellement dans mon entreprise? Tout à l'heure, Jean-Sébastien parlait du pricing. On n'a pas parlé, mais l'optimisation des véhicules, enfin entre guillemets, du taux de disponibilité des véhicules sur les parkings et d'arriver à les sortir en fonction. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont structurantes en fonction de l'activité de l'entreprise. Et ça, en parlant, on pose des cas d'usage par département et ça permet aussi clairement de poser les sujets qu'il va falloir adresser avec la data. Troisième étage, OK, on a parlé des sujets qui nous intéressaient. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir comment on va organiser tout ça. Qui s'occupe de quoi dans l'entreprise pour mettre à profit cette donnée? Est-ce qu'on a les compétences pour faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire à l'étage au-dessus? Et ça va être un jalon extrêmement important parce que c'est généralement là où ça coince, c'est-à-dire on a plein d'idées, on a plein d'envies, mais derrière, j'ai une seule personne qui fait ça, ou alors j'en ai un, mais c'est un data scientist qui est en alternance, qu'on a mandaté pour faire tout ça. Vous vous rendez bien compte que c'est un sujet stratégique. Donc, ça ne peut pas dépendre d'une seule personne ou de quelqu'un qui est tout neuf sur le sujet. N'hésitez pas, Jean-Sébastien ou Véronique, si vous voulez compléter mes propos sur ces thématiques. Tu fais bien. Ensuite, on va arriver sur le sujet et là, on va commencer à rentrer dans la technique, c'est dire, OK, j'ai fixé mes cas d'usage, je les ai éventuellement priorisés au regard du ROI que ça va pouvoir générer. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre comme type de fonctionnalité, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre en termes d'architecture pour pouvoir répondre à ces différents choix stratégiques. Et quelque part, dernier niveau, c'est quelle est la techno qu'il va falloir mettre en œuvre pour répondre à tout ça. À la limite, j'inviterais Florent à se positionner sur ce sujet d'ailleurs technologique, parce que je sais qu'en tant que DSI et souvent les équipes techniques sont plutôt ceux qui sont les plus concernés là-dessus. Est-ce que tu as un avis sur le fait que la technologie arrive en dernier?
Ouais. Oui, 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 et là, ça arrive en dernier, évidemment, puisque pour savoir quel est le besoin et quel est le... C'est d'ailleurs un peu étonnant dans la démarche, mais il faut définir les cas d'usage. Et une fois qu'on a défini tous nos besoins et qu'on a défini le métier, en fin de compte, on va se faire des choix technologiques. Et ça, Data Stitching a su nous accompagner parce qu'aujourd'hui, il en existe plein de technologies, mais pour choisir les bonnes, c'est compliqué quand on n'est pas expert. Donc, on s'est vraiment appuyé sur Data Stitching pour faire les bons choix. Ouais, d'ailleurs, ça a été, bon, ça a été un étonnement pour nous que cette question arrive à la fin. C'est un peu contre-intuitif parce que souvent, on a tendance à se dire, je pars sur quoi? Et après, à se poser d'autres questions. En fait, faut vraiment se poser cette question à la fin parce que c'est une résultante finalement de tout ce qu'on a décidé avant. Bon, pour nous, ça a été une surprise, hein. On s'y attendait absolument pas. On pensait qu'on allait parler outils avant de parler métier quelque part. Et bah non, il faut vraiment parler métier d'abord, quoi. On a tordu le cou à quelques idées. Ouais, bah, nous, pareil, chez EBP, où en fait, on est historiquement une boîte de dev, une boîte IT. Et effectivement, on a traité le problème dans ce sens-là en réfléchissant énormément avec le CODIR sur les cas d'usage. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour nous? Et ce qui est hyper pertinent, c'est de fonctionner sur des quick wins. Se dire, OK, quand on se lance dans un projet titanesque, voilà, on va se dire, on se lance dans la data, on a l'impression que c'est monstrueux. Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur les cas d'usage, eh ben, il y a plein de petites choses qu'on peut faire rapidement et qui vont nous changer la vie. Et ça donne vraiment une dynamique au projet. Et effectivement, pas rentrer tout de suite dans, bah, une fois que j'aurai choisi ma techno, bah, ces cas d'usage-là, je ne pourrais pas les faire parce qu'en fait, la techno, elle ne colle pas. Et vraiment réfléchir à où je veux aller, qu'est-ce que je veux atteindre, à quelles questions je veux répondre. Et ensuite, bah, où sont mes données et ensuite, comment je peux exploiter ces données. Complètement. Merci beaucoup pour ce complément. Et du coup, bah, vous l'avez compris, hein, nous, on va revenir sur une approche assez pragmatique qui est de dire on commence des enjeux, donc comprendre le métier, les enjeux de l'entreprise dans son écosystème. Où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller et avec quoi vous voulez y aller. Et ensuite, on va définir la stratégie en y allant step by step. Et encore une fois, la notion de maturité data, on en reparlera et c'est un sujet qui nous est assez cher en fonction de votre état des lieux, c'est-à-dire en fonction de là où vous en êtes, on ne grillera pas les étapes parce que c'est trop dangereux de vouloir se projeter tout de suite dans je mets de l'IA, je veux ceci, je veux cela. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vous font la promotion des miracles de l'intelligence artificielle. Attention, on peut aussi s'y brûler et mettre beaucoup d'argent pour rien sur des sujets qui, malheureusement, enfin, malgré tout, en valent la peine. Et l'avantage, si je peux juste compléter, de faire un audit de sa data, c'est que la pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'automatiser de la donnée pourrie. Et donc, l'étape d'après, mettre de l'intelligence artificielle ou des automatismes. C'est-à-dire que là, quand la donnée elle est mauvaise, mais tant qu'on fait des traitements manuels, on fait des corrections et on le fait tous. Le problème, c'est qu'une fois que tu as automatisé des processus et que tu colles de l'intelligence artificielle sans avoir pris le temps de vérifier la qualité, la véracité de la donnée, là, c'est terminé après. C'est vrai que les étapes ont toute leur importance. Et puis, quand on détecte les thèmes qu'on va attaquer par la data, à travers le processus d'audit, on découvre l'importance de certaines franges du data par rapport à d'autres. Il y en avait une chez nous qu'on avait un peu sous-estimée et qui est devenue centrale, c'est la géolocalisation des machines. On était parti sur les clients, on était parti sur le parc, on était parti sur des tas de choses. On a recollé les wagons avec le sujet de la géoloc, qui est devenu, pas central, mais qui est devenu un axe très très fort dans la trajectoire data. Et alors qu'on n'y avait pas pensé au départ, nous-mêmes. Donc voilà, le step by step est important parce que sinon on part dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est ça. Et généralement, c'est des convictions de direction. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller quelque part sans avoir forcément pris en considération tous les jalons. Je vous propose de continuer à dérouler. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment me lancer? Et ça, c'est peut-être la question que se posent certains d'entre vous.
C'est que là, on a échangé sur les bonnes pratiques, les enjeux, les freins, etc. Nous, on propose 2 étapes aujourd'hui sur déjà de vous tester sur votre propre maturité data, donc le potentiel de votre entreprise. Alors, je vous pousse ça en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on fait une enquête. On a lancé un observatoire en Occitanie et qui va se développer sur Paris et sur Lyon, qui vous permet de vous auto-évaluer. Et donc, il y a une enquête qui vous prendra une dizaine de minutes, qui vous permet à la fin d'avoir un radar avec votre notation, entre guillemets, votre score sur chacun des piliers qui sont le potentiel data, la stratégie data, l'organisation gouvernance. Et en gros, c'est que vous puissiez vous évaluer sur ces thématiques-là avec des premiers niveaux de recommandation. Donc là, pas besoin de faire appel à data shooting ou des quiz, enfin des équivalents data shooting. Déjà avec ça, vous pouvez avoir un premier retour qui est un élément important pour commencer à se poser les bonnes questions. Et ensuite, et ça c'est l'objet de la présentation de la deuxième partie, nous on propose un diagnostic data. Alors aujourd'hui, il est financé à 50% par la BPI parce qu'on l'a fait rentrer dans les critères. Et la BPI aujourd'hui accompagne beaucoup les projets Big Data, IA, etc. Et réellement, cette première étape structurante est importante pour être accompagnée aussi par la BPI par la suite. Donc, comment la décomposer? Alors, ça, c'était la thématique du webinaire. C'est une méthode en 4 étapes. Et 4 étapes qui sont assez rapides au final, puisque nous, on déroule. Alors, ça, je pourrais demander parce que Véronique ne l'a pas fait sous ce format-là, mais Jean-Sébastien l'a pratiqué sous ce format-là. En à peu près un mois, on est capable de dérouler 4 ateliers qui sont des ateliers plutôt en format CODIR. Donc, c'est plutôt le comité de direction qui va être engagé sur ces ateliers-là avec un premier atelier qui permet de faire un état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui comme cas d'usage, comme technologie, comme source de données, comme envie, enfin la vision, la fameuse vision qu'on souhaite partager. Un deuxième atelier qui va permettre de challenger les cas d'usage et donc de revenir sur la valeur que chaque cas d'usage va pouvoir générer pour l'entreprise. Donc les cas d'usage, nous, on va les challenger avec une vision héroïste. Alors quand je dis héroïste, c'est pas qu'il n'y a pas de héros dans l'histoire, c'est le ROI, le retour sur investissement. On va à la fois regarder l'effort à mettre en œuvre pour aller répondre à ces cas d'usage et le retour sur investissement que chacun des cas d'usage vont pouvoir générer. Ça permet de mettre en perspective et de se dire, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, celui-ci, on le voyait top dans nos priorités et au final, au regard de l'effort qu'il va falloir faire, les ressources à mettre dessus, les dépenses à réaliser et par rapport à ce que ça doit rapporter, peut-être que ça arrivera dans un deuxième temps. Donc ça, c'est réellement important. Troisième étape, c'est bien entendu le choix des technologies pour répondre à ces cas d'usage. Et la dernière, c'est la vision. Donc, c'est réellement la trajectoire, la roadmap pour ceux qui sont plus R&D, avec les fameux lotissements des étapes à franchir. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans chacune des étapes. Donc, le premier atelier, et là, je vous ferai parler tous les deux également, Véronique et Jean-Sébastien, se déroule vraiment sous la forme d'une sorte d'interrogatoire où on va chercher à décomposer la chaîne de valeur des métiers de l'entreprise et à voir à quel moment il y a de la donnée, sur quel type de sujet, et on va le reprendre à la relation client. On va parler client. OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec les clients? On veut les fidéliser. OK, on veut mieux les cibler. On veut développer la vente sur Internet. Voilà, il y a un certain nombre de sujets. On veut éviter qu'ils partent. Par exemple, on a des assureurs qui ont peur que leurs clients partent et donc il faut anticiper la résiliation. On va parler produits, on va parler pilotage de l'entreprise, on va parler des opérations. On va parler, typiquement, là, on avait des agences avec le plus, le développement de cette logique de réseau. Et puis les risques, comment anticiper les risques et les prévenir, etc. C'est assez structurant parce que vous allez répondre à des questions métiers. Moi, j'aimerais, en tant que chef d'entreprise, en tant que direction marketing, etc., j'aimerais développer ma marge sur telle activité. J'aimerais optimiser mes achats. J'aimerais doubler mon chiffre d'affaires. On ne dit pas j'aimerais mettre de la donnée dans mon logiciel ERP, machin chose, exploiter cette donnée. Non, on répond à des questions métiers. Le logiciel, oui, on sait qu'il est là. Il va répondre à un certain nombre de besoins. Mais nous, notre première question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Je vous laisse rebondir, peut-être Véronique ou Jean-Sébastien, celui qui veut prendre la main. Nous, pour avoir suivi l'atelier data, c'est-à-dire vraiment le préalable, on a vraiment parlé que de nos cas d'usage métier, c'est-à-dire vraiment nos problématiques, etc. On n'est pas du tout rentré par la qualité de nos données, etc. Nous, on a ciblé vraiment sur je veux améliorer ma connaissance client, je veux analyser mieux mon parc, je veux optimiser mon offre, etc.
Et on est vraiment rentré par notre langage métier à nous, quoi. On n'a pas du tout travaillé sur qu'est-ce qu'on a déjà à disposition. On dit voilà où on veut aller. C'est vraiment dans cette logique-là qu'on a travaillé. J'allais dire, en français dans le texte, quoi. Et c'est vachement important, mine de rien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on fait un peu la wish list, c'est-à-dire que il y aura des frustrations à gérer parce que, effectivement, ça prend du temps. Mais ce qui est intéressant dans cette première étape, c'est vraiment voilà, on note tout. On note tout ce qu'on a envie de faire. Et pour l'instant, on ne se demande pas comment on va le faire, est-ce que c'est faisable. Enfin, on ne se met pas de barrière parce qu'en fait, en général aussi, dans les entreprises, on a tendance parfois à ne pas aller sur certaines choses. On n'a même pas commencé qu'on se dit déjà, non, mais de toute façon, on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est machin, c'est bidule. Là, on fait la wish list. Et c'est seulement dans l'étape 2 où on va se dire, OK, qu'est-ce que ça me coûte? Où ça se trouve? Est-ce que c'est compliqué à récupérer? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça rapporte beaucoup? Et résultat, il n'y a pas de frustration parce que chaque personne qui aura exposé ses idées verra bien qu'effectivement, ça peut être trop compliqué ou trop coûteux ou trop ceci ou trop cela. Et ça n'empêche pas de se dire, ça sera un lot 2 ou un lot 3 en fait. Complètement. Merci beaucoup pour vos deux témoignages. Donc, je continue à dérouler. Donc là, on va passer sur l'atelier 2, pardon. Et donc, ce fameux atelier où là, on va challenger ces fameux cas d'usage. Donc là, notre expert va être un petit peu l'avocat du diable. Il va aller chercher, vous titiller sur vos différents sujets en disant celui-ci, c'est super important. Oui, mais pourquoi? Au regard de l'effort que ça va devoir impliqué pour l'entreprise et de ce qu'on va pouvoir en tirer en termes de retour, soit sur investissement, soit d'impact. Après, il y a des différents types d'impact. Ce n'est pas forcément un retour sur investissement selon l'aspect du champ. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va établir des typologies de cas d'usage, ceux qui sont les quick wins, c'est-à-dire dans 3 mois, je peux le faire avec peu de moyens et tout de suite, ça me génère du résultat, jusqu'à ceux qui vont nécessiter beaucoup d'efforts, qui vont avoir un impact majeur, et puis ceux qu'on va mettre dans une catégorie, et au final, on pensait que c'était bien, mais c'était peut-être la bonne mauvaise idée. Là-dessus, petit témoignage de vous deux. Moi, c'est ce que je disais juste Ouais, ce que tu avant, disais c'est juste avant, que c'est vraiment hyper pertinent. Et là, en fait, ça évite toutes les frustrations et ça a le mérite de synthétiser en fait les choses et de mettre en lumière. Et les gens se disent, bah, OK, chacun fait aussi le tri dans ses propres désirs, de se dire, bah, effectivement, ça, parce que voilà, les gens ont aussi tendance parfois à demander la lune. Et là, ça a le mérite de recentrer les choses parce qu'effectivement, la data, c'est infini, donc c'est à la fois magique et à la fois ça fait un peu peur. Et là, ça donne un cadre en fait. Et c'est vraiment, c'est un super exercice à faire. Alors, nous, puisque ça, c'est notre étude de cas, donc on peut en parler plus facilement. Le truc qui a été très bien avec Jérôme, donc l'expert en question, c'est il a, contrairement à nous, une vue de ce qui est réalisable et de ce qui n'est pas réalisable et ce qui coûte cher et ce qui coûte pas cher. C'est-à-dire qu'effectivement, en étape 1, on fait la wishlist, mais là, on rentre dans le concret. Ça c'est la wishlist, mais ça va te coûter un bras et peut-être que tu devrais y réfléchir différemment. Là, typiquement, il y a ici l'optimisation de la tournée des chauffeurs qui était un espèce de marronnier chez nous. On voudrait optimiser ça comme du Amazon, entre guillemets. Ben non. La question, c'est vraiment quand tu seras beaucoup plus grand. Parce que ça met en jeu des moyens qui ne sont pas les tiens d'aujourd'hui. Tu devrais plutôt aller sur ça, ça ou ça, typiquement sur l'adéquation équipement client, etc. Enfin, on a vraiment passé tout ça au peigne fin en fonction de la techno, de ce que ça rapporte et la difficulté de mise en œuvre, et rentrer dans une machine à laver avec des idées. Et on est sorti par un peu désorienté parce que ce qu'on pensait faire au départ n'était pas dans un quick win. On a vraiment eu des trucs sur lesquels il nous a dit non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite. Et la rentabilité de tel cas, ça sera plus difficile. Et ça, c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire seul. Parce qu'il y a des choses où on n'a pas le recul nécessaire ou la connaissance des outils ou la difficulté de mise en œuvre pour savoir sur tel ou tel point trop difficile, trop chronophage, trop. Voilà. Et ça, enfin, là, c'est Jérôme, entre guillemets, qui vraiment nous a pressé un peu sur le besoin en mettant en face en adéquation facile, difficile, quoi. Et on avait besoin un peu du sparring partner
pour le positionner sur l'effort de mise en œuvre. Le bénéfice, on le connaissait nous, mais c'est l'effort de mise en œuvre qu'on connaissait peut-être un peu moins. Merci pour ce retour. Alors, je vois qu'il nous reste 13 minutes. Je vais accélérer un petit peu sur la fin. Enfin, bon, après, on va rentrer sur la technique. Alors, c'est marrant, c'est toujours le moment où j'ai envie d'accélérer, moi. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui arrive après, à la toute fin. Et là, c'est plus pour illustrer le propos. Où là, peut-être que Florent, qui sourit, pourra en témoigner. Voilà. Là, on va aborder ce sujet-là sur le troisième atelier, qui est de dire, voilà, on a fixé les priorités, on a défini les cas d'usage. Maintenant, avec quoi et comment on le fait technologiquement parlant et en termes d'architecture. Et on revient sur des sujets comme l'architecture décisionnelle. Hein. Je veux mettre en place mon outil de pilotage. Alors, autant chez Jean-Sébastien que chez Véronique, on est parti sur du décisionnel avec Power BI, mais qui s'appuie sur une infrastructure qu'il faut construire avec un entrepôt de données. Et c'est justement là où il y a un certain nombre de sujets et qui peut impliquer l'ASI à un moment ou à un autre. Alors, je proposerais peut-être de Florent d'en témoigner sur ce sujet-là aussi, peut-être rapidement. Et puis après, Véronique, parce que je sais qu'il y avait aussi un sujet sur l'entrepôt de données. Donc, effectivement, sur ce sujet, on est arrivé avec un peu un état de l'art, avec ma casquette, on va dire, technique, en disant, on connaît ça, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Et il y a pas mal de choix également. On connaît des technologies qui sont assez simples, comme Microsoft SQL Server, par exemple. Mais quand on a commencé à discuter et à se renseigner sur l'aspect budgétaire, bah, on a appris à faire confiance parce que, Master of Coin, il a dit non. voilà, parce que ça coûte très cher. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu avoir des vraies discussions avec, on connaît Power BI, donc on voudrait utiliser Power BI, mais on va mettre un bout chez nous, on va mettre un bout de monde libre, on va adapter et faire en quelque sorte de sur-mesure. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue et un atelier. Et ça s'est très bien passé puisque, par contre, on n'a pas mis de contraintes. On a fait confiance. Et je pense que c'est important dans la démarche. Ouais, voilà. Merci Florent. Nous, on a fait l'inverse au départ. On a voulu faire comme on pensait qu'on savait faire, enfin, en pensant qu'on savait faire. Et dans un premier temps, en fait, on a connecté directement la donnée à Power BI en se disant non, OK, on a fait l'audit, etc. Et maintenant, on est prêt, on a compris la philosophie de la chose. Et puis, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout puisque il y a différentes étapes à mettre en place quand on monte un infocentre, donc une staging où on va stocker toutes les données telles quelles, un data warehouse, des data marts pour avoir des vues qui soient axées en fonction des cas d'usage, justement, parce que typiquement, si on veut suivre un parc ou suivre du chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout les mêmes données qu'on va analyser et pas du tout avec le même angle de vue. Et quand on a eu connecté toutes nos sources de données à Power BI, on a vu que ça ne pouvait pas marcher. Et on a refait appel à Data Sulking en disant, en fait, au départ, on vous avait dit qu'on ne voulait pas faire la suite avec vous. Mais finalement, on s'est rendu compte par notre propre expérience qu'on avait besoin de vous pour justement nous indiquer quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les bons outils à utiliser parce qu'on a beau être éditeur de logiciels et faire d'excellents logiciels, on n'aurait pas 560 000 clients si… ce n'est pas notre métier. Et ça ne remet pas en cause les gens de l'IT, c'est juste que c'est un métier à part, en fait. Avec des technos à part. Merci pour ce témoignage. Et donc, on arrive sur le dernier atelier, et qui est l'atelier qui est là pour mettre en place, structurer tout ça, avec une logique de lotissement. Et encore une fois, ce lotissement, il est toujours au regard de la stratégie, donc des cas d'usage qu'on a priorisés. Donc, quels sont les lots qu'on va pouvoir sortir avec une vraie cohérence de cas d'usage qu'on peut intégrer dans ces différents lots, avec forcément un coût, hein, tout de suite vous avez une notion d'enveloppe, et de retour sur un investissement possible. Tout ça, on le fait en le challengeant avec vous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas sortir des chiffres du chapeau. J'ai entendu des vendeurs des fois qui vendaient qu'une intelligence artificielle pouvait développer votre productivité de 12%. Je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre et surtout que ça dépend de chaque business, de chaque la quantité de clients que vous avez. Enfin voilà, il y a tellement d'indicateurs. C'est juste… alors nous, on les appelle les super menteurs, mais ça, c'est peut-être le travers des commerciaux qui veulent vous vendre absolument quelque chose. Mais dans tous les cas, on ne peut pas s'engager sur un résultat sonnant et trébuchant sur un sujet ou un autre. On peut dire, voilà, on peut donner des grosses mailles et c'est vraiment en échangeant avec vous qu'on peut évaluer tout ça. Et donc là, on revient encore sur le cas de Sofilec, hein, puisque là, c'est encore une sorte de roadmap qu'on a
qu'on a illustré qui vient de chez vous. Jean-Sébastien, tu veux peut-être témoigner là-dessus? Disons que là-dessus, les allotissements, elles ont été ciblées essentiellement par phase de maturité, quand on allait pouvoir les positionner, comment on allait pouvoir les positionner. Nous, on n'avait pas nécessairement la séquence, quoi. On était très pressé de faire du lead management. C'est une évidence. Et on aurait tout cassé pour arriver à celle-là. Sauf que, grandis d'abord, quoi. Grandis d'abord. Voilà les étapes qu'on va mettre avant d'arriver à ça. Et fondamentalement, est-ce que ça te fait vraiment gagner ce que tu penses que ça te fait gagner? Donc, c'est toute cette réflexion-là et cet allotissement-là. Ouais, c'est ramener un peu à la raison, quoi. Parce qu'on rêve devant un produit qui n'est pas forcément pour nous, quoi, à un moment donné. La boîte de laquelle on s'est inspiré à l'époque pour aller vers ce sujet-ci, ils avaient probablement coché toutes les cases qu'on a mis ici par l'O 0, 1, 2, etc., avant d'arriver sur la prédiction. Donc, c'est nous rappeler que finalement, il faut faire un CP avant d'aller faire un MBA à Yale, quoi. Voilà. Voilà, donc nous, on est au CP un peu. Vous grandissez vite, vous apprenez très vite. Ouais, on est- Véronique, là-dessus? Pareil, on en revient au même, hein, effectivement, dans le même genre, il faut surtout pas partir dans, effectivement, je veux me lancer dans la data, j'embauche un data scientist. Non, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en amont et beaucoup de choses qui vous feront gagner du temps, ne serait-ce que le pilotage de l'entreprise automatisé. Ça fait gagner déjà un temps incroyable et c'est des basiques. Et de toute façon, il faut en passer par là. Sinon, on se met à faire des statistiques dans sa tour d'ivoire complètement décorrélées de la réalité opérationnelle. Et c'est sympa, hein, on va manipuler des chiffres, on va être content, mais on n'en tirera rien du tout, quoi. Donc vraiment, ouais, le step by step. Et nous, ça fait 1 an. Moi, suite à l'aventure avec Data Sulting, j'ai monté un pôle décisionnel, un pôle data où j'ai recruté un data engineer et j'ai 2 data analystes. Et c'est vrai qu'il faut y aller par étapes. Et on a commencé au bout d'1 an d'existence du pôle data à faire des prémices de stats prédictives avec l'aide de data sulting, quoi. Donc c'est vrai que ça prend du temps et il y a beaucoup, beaucoup de gains de productivité. De toute façon, vous gagnerez énormément avant d'en arriver là. C'est vrai qu'au départ, on rêve tous de se dire, ouais, je vais prédire le produit que va acheter mon client une fois qu'il aura acheté celui-là. Et comme ça, je l'appelle pile au bon moment où il l'attend derrière son téléphone. Mais ça n'existe pas encore. Merci pour le témoignage. Et donc là, on va terminer cette session où je vais résumer rapidement alors, le moyen de démarrer rapidement. En tout cas, si aujourd'hui ça vous intéresse et vous voulez y aller, première étape, ce fameux test que vous faites en ligne. Et j'ai vu que Camille l'avait également partagé sur le chat. Donc ça, il vous suffit de récupérer l'URL et d'aller faire votre propre test en toute autonomie. Et le deuxième sujet, c'est le diagnostic data, donc ce qu'on vous a présenté juste avant en 4 étapes. Qui est lui alors financé sous réserve d'éligibilité de la BPI. Donc là, vous pouvez même, on a une page, la diagnostic-data sur le site de Data Sulting qui permet de vous auto-évaluer, donc tout de suite voir si vous êtes éligible ou pas. Dans tous les cas, après, nous, on peut le voir ensemble. Enfin, on connaît pas mal les critères d'éligibilité. Adoc, d'ailleurs, je crois que Franck Berthu était par là tout à l'heure aussi, peut également aider à financer ce type d'accompagnement. Donc là, qui reste de l'accompagnement conseil stratégique. Donc ça vous coûte à l'arrivée 5 000 € si vous voulez un ordre de grandeur en tête. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Ce que je propose, c'est de continuer sur l'ordre du jour du prochain Datapéro. On va parler RGPD, ce qui intéressait beaucoup Jean-Sébastien. Je sais que ça te fait fuir. Mais nous, Alors, j'ai quand même une question là sur le… Voilà. Alors, on me demande quelle est la durée moyenne d'un Diag Data. Donc, c'est 1 mois, 4 ateliers. Donc, chaque atelier, ça prend 2 à 3 heures. Après, ça dépend de votre envie de parler ou pas. Et ça peut même être un peu plus long sur chaque atelier. Mais on considère qu'on prend une demi-journée par atelier. Donc, considérez que vous bloquez 2 jours sur 1 mois pour faire ce Diag Data. Et après, le reste, c'est nous qui le faisons. Puisque nous, on travaille sur le livrable et sur l'accompagnement de chacune des étapes. On vous aide à structurer le contenu. Et puis, je peux même ajouter que ça
Bon, ça peut se passer en présentiel, mais nous, on l'a fait pendant le premier confinement quand même, la partie. Ouais, alors effectivement, là, on l'a complètement fait en visio et ça se passe plutôt pas mal. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ça s'est très bien passé. Ouais. Voilà, la première, c'était juste avant d'être confiné, mais après, les trois suivantes, on les a fait en se faisant coucou par visio, quoi. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est vous, Jean-Sébastien, on l'a commencé, on l'a fait il y a 6 mois le diagnostic data. Ouais. Du coup, derrière, ça a été quoi le cheminement? Bah, je le connais, mais toi, comment tu le partagerais avec ceux qui sont là? Bah, disons qu'après, il a fallu un petit temps de réflexion. Une fois qu'on a eu le rendu, on a eu une réflexion en comité de direction sur comment on y va, etc. Qu'est-ce qu'on lance, puis le temps que on ait le temps aussi de se lancer, puisqu'après, quand même, il y a la réalisation. Et nous, on est dans la phase, là maintenant, on est dans la phase de, comment tu dis, en run, toi, ou quelque chose comme ça. On est en, Vous n'êtes pas encore en run. Vous êtes en on, build. Vous êtes en build. on est en sprint. Bon, pour l'instant, ils ont perdu les lacets des chaussures là, pour le sprint. On doit se voir incessamment sous peu, mais ouais, il y a quand même un petit peu de réflexion sur comment on y va quand on y va. Parce qu'il y a toute la phase amont avec le consultant, on va dire expert. C'est pas la même équipe qui fait la réalisation quand même, pour notre part. C'est une toute autre expérience, tout aussi plaisante, mais très différente. Et ça confirme certaines choses qu'on s'est dites et puis ça corrige certaines choses qu'on s'est dites aussi. C'est une autre phase vachement intéressante. Enfin, pour ma part, les deux me passionnent. Gaël, il y Laurent? a une question sur le coût Oui, alors j'ai d'un vu, Diag c'est Data. une question de Delphine sur l'ordre d'idée du coût. Alors, le coût, on l'a vu, il y a une première phase de diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est entre 5 et 10 KE selon prise en charge de la BPI ou pas, ou selon prise en charge de la DOC, hein, si on parle de l'Occitanie. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la réalisation. La réalisation, on peut avoir des choses différentes. Donc là, Jean-Sébastien a exprimé la mise en place du décisionnel. Donc ça, le coût va dépendre des sources de données. Donc, donner un budget, c'est toujours un petit peu touchy quand on ne connaît pas le contexte et qu'on ne connaît pas le cadre. Et voilà, on va chercher, alors ça peut monter jusqu'à 70 000 euros hein, quand on est sur des choses assez lourdes. On va être entre 30 et 70 000 si on doit se donner un ordre de grandeur. Mais c'est vraiment pour se projeter sans avoir des notions de source de ce qu'on veut faire concrètement. Et il se peut que dans votre contexte, on n'ait pas besoin de forcément mettre en place d'entrepôt de données dès le démarrage. Enfin, voilà, il y a plein de questions à se poser en amont. Et c'est tout l'intérêt du Diag Data. Encore une fois, hein, moi, je ne peux pas répondre aux questions d'après tant qu'on n'a pas traité les sujets qui sont traités dans le diagnostic. Après, avec Véronique et EBP, on avait aussi eu une autre démarche qui était de travailler sur les données directement. Donc, si tu veux peut-être partager là-dessus, Véronique. Oui, en fait, ce qu'on avait fait, donc, alors nous, on avait fait un diagnostic data, mais qui s'appelait pas comme ça, c'était pas encore structuré de cette façon-là, mais c'était peu ou prou, enfin, la démarche était là. Et ensuite, on a fait quelque chose, mais vraiment, enfin, d'hyper intéressant et qui nous a permis d'avoir un cadre. J'ai envie de dire, c'était le mode d'emploi, en fait. Hein, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet de data, on a l'impression qu'on a tous les Legos qui sont renversés par terre et on se dit, mais comment on va construire le château? Là, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et en fait, ce qu'on a fait, donc nous, on a extrait nos données de manière statique. On a tout extrait en une fois. On a tout donné à Data Shooting et qui a fait tourner des algorithmes, qui nous a fait des projections, des tableaux de bord. Ça nous a vraiment permis de matérialiser exactement ce qu'on allait pouvoir faire. Et ça nous a donné, ouais, c'est ça, la feuille de route, un peu le côté doudou. C'est bon, je suis rassurée. Quelqu'un me tient la main pour avancer, quoi. Et c'est vrai que ça a été la phase ouais, la plus passionnante, je pense. Ça a été le premier rendu où on a dit, waouh, en fait, nos données, elles sont bien, elles peuvent se connecter entre elles. Typiquement, nous, ce qu'on aurait aimé savoir, c'était combien de fois un client appelle l'assistance téléphonique. Parce que peut-être que ce client qui appelle 25 fois par mois, il a besoin d'une formation. Et on a vu que tiens, ça, on pouvait s'en rendre compte. Et effectivement, comme Jean-Sébastien, des choses qu'on avait envie de faire, on s'est rendu compte que en fait, c'était pas hyper pertinent. C'était pas forcément par ça qu'il fallait commencer. C'était pas forcément la donnée n'était pas forcément exploitable. Enfin, ça permet vraiment, vraiment ouais, d'avoir une feuille de route en fait.
Alors, nous, de notre côté, ce que je pourrais dire sur le coup, c'est que si on n'avait pas fait le Diag Data, bah, ça nous aurait coûté vachement plus cher, en fait. Pour plein de raisons, c'est-à-dire que, on serait allé analyser des trucs qui n'étaient pas pertinents d'analyser en première intention. La deuxième, c'est qu'on serait planté d'architecture technique, c'est-à-dire qu'on serait parti, bah, nous, on connaît le monde Microsoft, donc on serait parti là-dessus, puis franchement, ça nous aurait coûté une blinde. Alors, pas forcément dès le départ, mais sur la durée, ça aurait été vraiment un braquage total. Et, la priorisation n'aurait pas été la bonne. On serait peut-être parti sur un échec, alors que là, finalement, on a eu le pied à l'étrier avec la bonne séquence. Même si c'est un peu frustrant de se dire, ah bah tiens, merde, finalement, je vais pas aller sur ce que je pensais que j'allais faire. Et ça, faut avoir la sagesse de se dire, bon, on s'appuie sur des experts, on fait confiance. Moi, le libre, ça me faisait pas rêver, hein, mais bon, on s'aperçoit que finalement, ça a beaucoup de sens dans notre cas. Donc, c'est pour ça que cette phase-là qui commence par un bon diag, elle permet quand même de se mettre dans les meilleures conditions, quoi. Je pense qu'elle est importante, cette phase, avec le recul. Super, bah, que de bons témoignages. Donc, j'espère que ceux qui sont restés jusqu'au bout ont pu profiter de l'ensemble de ces retours. Je vous ai laissé mon mail et je l'ai remis à la fin pour ceux qui auraient encore des questions ou qui aimeraient tout simplement qu'on se rencontre, hein. Et moi, je suis content de faire des webinars et des visios, mais j'aime bien voir les gens aussi. Donc, ceux qui sont à Montpellier, j'aurais plaisir à les rencontrer physiquement. Ceux qui sont à Paris aussi, mais ça demande un peu plus de logistique. Dans tous les cas, voilà, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse interagir. Encore une fois, je vous invite réellement à aller répondre à la petite enquête en ligne. Ça vous permettra de vous auto-évaluer. C'est anonyme, donc derrière, il n'y a pas de relance automatique ou de choses comme ça où on va vous le relancer tous les 15 jours pour savoir si vous voulez acheter un truc chez nous. Donc Vos données privées. voilà, c'est anonymisé. Et puis, bien entendu, si vous voulez parler d'autres sujets qui touchent à des projets data que vous avez en cours, n'hésitez pas à les partager avec nous et on verra dans quelle mesure on peut vous aider. Voilà, je vous remercie. Merci tous les deux, enfin tous les trois, pardon. Avec plaisir. Merci J'espère beaucoup. qu'on aura l'occasion de faire venir d'autres clients et sur lesquels vous serez de l'autre côté et vous pourrez boire tranquillement votre apéro pendant qu'il y en a d'autres qui vont parler. Ça marche. Allez, Au à revoir. bientôt et bonne journée et bon appétit. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci.